Mort de Shimon Peres, portrait d'un criminel de guerre. Les nécrologies de Shimon Peres ont déjà été publiées, préparées sans aucun doute à l'avance, dès que la nouvelle de son hospitalisation est parue dans les médias. Le verdict sur sa vie est très clair, et a déjà été prononcé par le président américain Barack Obama. Peres était un homme qui a changé le cours de l'histoire humaine dans sa recherche incessante pour la paix au Moyen-Orient. Mon intuition est que très peu des nécrologies examineront la vie et les activités de Peres du point de vue des victimes du sionisme et d'Israël. Il a occupé de nombreux postes en politique, postes qui ont eu un impact immense sur les Palestiniens de où quels ils soient. Il a été directeur général du ministère israélien de la Défense, ministre de la Défense, ministre du Développement de la Galilée et du Negev, Nakab, Premier ministre et préside. Dans tous ces rôles, les décisions qu'il a prises et les politiques qu'il a poursuivies ont contribué à la destruction du peuple palestinien, et n'ont rien fait pour faire avancer la cause de la paix et de la réconciliation entre Palestiniens et Israéliens. Né Simon Persky en 1923, dans une ville qui faisait alors partie de la Pologne, Peres a émigré en Palestine en 1934. Adolescent dans une école d'agriculture, il est devenu actif en politique au sein du mouvement travailliste sioniste, qui a dirigé le sionisme, et plus tard le Jeune État d'Israël. Figure dominante des cadres du mouvement de jeunesse, Peres a attiré l'attention du haut commandement de la force paramilitaire juive de la Palestine sous mandat britannique, la Haganah. Bombe nucléaire. En 1947, Peres a été pleinement recruté par l'organisation et envoyé à l'étranger par son leader, David Ben Gourion, pour acheter des armes qui ont ensuite été utilisées lors de la Nakba de 1948, le nettoyage ethnique des Palestiniens de et contre les contingents arabes, qui sont entrés en Palestine cette même année. Après quelques années à l'étranger, principalement aux États-Unis où il était occupé à acheter des armes et à construire l'infrastructure pour l'industrie militaire israélienne, il est rentré pour devenir directeur général du ministère de la Défense. Peres était actif dans l'établissement de l'entente entre Israël, le Royaume-Uni et la France, pour envahir l'Égypte en 1956, invasion pour laquelle Israël a été récompensé par la France avec la capacité nécessaire pour construire des armes nucléaires. En effet, c'était Peres lui-même qui a supervisé en grande partie le programme clandestin d'armement nucléaire d'Israël. Le zèle que Peres a montré sous la direction et l'inspiration de Ben Gourion pour judaïser la Galilée n'était pas moins important. Malgré le nettoyage ethnique de 1948, cette partie d'Israël faisait encore très campagne et paysage palestinien. Peres était derrière l'idée de confisquer des terres palestiniennes dans le but de construire des villes juives exclusives, comme Carmiel et Haute-Nazareth, et de baser l'armée dans la région de manière à perturber la continuité territoriale entre les villes et villages palestiniens. Cette ruine de la campagne palestinienne a conduit à la disparition des villages palestiniens traditionnels, et à la transformation des agriculteurs en une classe ouvrière urbaine sous-employée et défavorisée. Cette triste réalité est toujours d'actualité. Le champion des colons. Peres a disparu un certain temps de la scène politique, lorsque son maître Ben Gourion, le tout premier ministre d'Israël, a été poussé vers la sortie en 1963, par une nouvelle génération de dirigeants. Il est revenu après la guerre de 1967, et le premier portefeuille ministériel qu'il a occupé était celui de responsable des territoires occupés. Dans ce rôle, il a légitimé, très souvent de façon rétroactive, la course à la colonisation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Comme beaucoup d'entre nous réalisent aujourd'hui, au moment où le parti Likoud pro-colonisation est arrivé au pouvoir en 1977, l'infrastructure des colonies juives, notamment en Cisjordanie, avait déjà rendu impossible une solution à deux États. En 1974, la carrière politique de Peres est devenue intimement liée à celle de son ennemi juré, Yitzhak Rabin. Les deux hommes politiques, qui ne pouvaient pas se supporter, ont dû travailler en tandem pour des raisons de survie politique. Cependant, sur la stratégie d'Israël envers les Palestiniens de ils ont partagé la perspective coloniale sioniste, convoitant autant de terres de Palestine que possible avec le minimum de Palestiniens de que possible. Ils ont bien travaillé ensemble pour réprimer brutalement le soulèvement palestinien, qui a commencé en 1987. Le premier rôle de Peres dans ce partenariat difficile a été celui de ministre de la Défense dans le gouvernement Rabin de 1974. La première véritable crise à laquelle a dû faire face Peres était une expansion majeure du mouvement colonial messianique du Shem Unim dans ses efforts de colonisation dans et autour de la ville de Naplouse, en Cisjordanie. Rabin s'est opposé aux nouvelles colonies, mais Peres se tenait aux côtes des colons. Les colonies qui désormais étranglent Naplouse sont là grâce à ses efforts. En 1976, Peres a dirigé la politique gouvernementale en direction des territoires occupés,
convaincu qu'un accord pourrait être trouvé avec la Jordanie, par lequel la Cisjordanie serait sous compétence jordanienne tout en restant sous domination effective israélienne. Il a initié des élections municipales en Cisjordanie, mais à sa grande surprise et déception, les candidats liés à l'Organisation de libération de la Palestine ont été élus, et non ceux fidèles à la monarchie hachémite en Jordanie. Mais Pérez est resté fidèle à ce qu'il a appelé l'option jordanienne, quand il était leader de l'opposition après 1977, puis quand il est revenu au pouvoir au sein de la coalition avec le Likoud entre 1984 et 1988. Il a poussé les négociations sur cette base jusqu'à la décision en 1988 du roi Hussein de cesser tout lien politique entre la Jordanie et la Cisjordanie. Le visage international d'Israël. Les années 1990 ont exposé au monde un Pérez plus mature et cohérent. Il était le visage international d'Israël, que ce soit au gouvernement ou à l'international. Il a joué ce rôle même après que le Likoud soit devenu la principale force politique du pays. Au pouvoir dans le gouvernement Rabin au début des années 1990, puis comme Premier ministre après l'assassinat de Rabin en 1995, puis en tant que ministre dans le cabinet d'Ehud Barak entre 1999 et 2001, Pérez a mis en avant un nouveau concept pour ce qu'il appelait la paix. Plutôt que de partager le contrôle en Cisjordanie, et dans la bande de Gaza avec la Jordanie ou l'Égypte, il voulait maintenant le faire avec l'Organisation de libération de la Palestine. L'idée a été acceptée par le chef de l'OLP, Yasser Arafat, qui avait espéré bâtir dessus un nouveau projet pour la libération de la Palestine. Comme il était inscrit dans les accords d'Oslo de 1993, ce concept a été approuvé avec enthousiasme par les alliés internationaux d'Israël. Pérez a été le principal ambassadeur de cette mascarade de processus de paix, qui a fourni un parapluie international à Israël pour établir une politique du fait accompli sur le terrain, permettant de créer un plus grand apartheid israélien avec de petits bantoustans palestiniens dispersés en son sein. Le fait qu'il ait gagné un prix Nobel de la paix pour un processus qui a accéléré la ruine de la Palestine et de son peuple, est un nouveau témoignage de l'incompréhension, du cynisme et de l'apathie des gouvernements du monde entier envers la souffrance palestinienne. Nous sommes chanceux de vivre à une époque où la société civile internationale a exposé cette mascarade et a offert, à travers le mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions, ainsi que le soutien croissant pour une solution à un État, un chemin à terme plus encourageant et authentique. Cana. En tant que Premier ministre, Pérez avait une contribution supplémentaire à apporter à l'histoire de la souffrance palestinienne et libanaise. En réponse aux escarmouches sans fin entre l'Hezbollah et l'armée israélienne dans le sud du Liban, où l'Hezbollah et d'autres groupes ont résisté à l'occupation israélienne, qui a commencé en 1982 pour prendre fin en 2000, Pérez avait ordonné le bombardement de toute la région en avril 1996. Pendant ce qu'Israël a appelé l'opération Raisin de la colère, les bombardements israéliens ont tué plus de 100 personnes, des civils fuyant les bombardements, et des caisses bleues des Fidji, près du village de Cana. Malgré une enquête des Nations Unies, qui a trouvé peu probable l'explication d'Israël selon laquelle le bombardement était un accident, le massacre n'a en rien écorné la réputation internationale de Pérez, comme étant un artisan de la paix. Au cours de ce siècle, Pérez était plus une figure de proue symbolique qu'un homme politique actif. Il a fondé le Centre Pérez pour la paix, construit sur une propriété de réfugiés palestiniens confisqués à Jaffa, et qui continue de vendre l'idée d'un État palestinien avec peu de terres, d'indépendance ou de souveraineté, comme la meilleure solution possible. Cela ne marchera jamais, mais si le monde continue d'être accroché à cet héritage de Pérez, il n'y aura pas de fin à la souffrance des Palestiniens. Shimon Pérez a symbolisé l'embellissement du sionisme, mais les faits sur le terrain mettent à nu son rôle dans la perpétration de tant de souffrances et de conflits. Connaître la vérité, au moins, nous aide à comprendre comment aller de l'avant, et défaire tant d'injustices que Pérez a contribué à créer.